Allô tout le monde, je me présente, Héloïse Blanchette, courtier immobilier résidentiel et commercial pour le groupe Sutton Nouvelle Demeure au sein de ma propre équipe, Équipe Blanchette. Aujourd'hui, dans mon podcast, quelqu'un de vraiment important, même indispensable lors d'une transaction immobilière, un représentant hypothécaire pour faire l'hypothèque de votre prêt. Je vous présente Marc-André Laberge, représentant hypothécaire chez Banque Nationale. Parle-nous un peu de toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Salut Héloïse, merci de l'invitation. Comme représentant hypothécaire, moi, je vais commencer ma 5e année au mois de juin. Donc, je commence à avoir une bonne expérience. Je suis dédié uniquement à l'hypothèque et tous les produits pour l'octroi de nouveaux financements. Ça veut dire que je vais faire des transactions d'achat, de la construction neuve, des projets avec Renault, vraiment pour du nouveau financement. Fait que c'est un peu mon créneau depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Quelle est la différence de parler de construction neuve? Quelle est la différence avec une hypothèque normale, maison unifamiliale déjà bâtie, ou bien une construction neuve? Bien, ce qu'il faut savoir avec une construction neuve, ça devient un peu différent comme projet. Quand les gens achètent une maison déjà construite, on a l'image, on a la photo de jour, on sait à quoi que ça ressemble, on a une idée de la valeur marchande. Quand on y va en construction neuve, on y va beaucoup sur du potentiel. Le plan des... Valeur potentielle, l'information que les clients vont nous donner, c'est quoi les matériaux, tout ça. Et on doit partir aussi des informations que le client nous donne. Fait que là, on a une valeur potentielle, on travaille avec ça, puis on fait le financement en fonction de la valeur potentielle ou du coût de construction. Puis là, après ça, il y a beaucoup d'enjeux légaux, tout ça, parce qu'au niveau de la construction, il pourrait y avoir des hypothèques légales, quelque chose. Des hypothèques légales, bien oui, par les entrepreneurs. Par les entrepreneurs, des dénonciations, tout ça. Donc, pour qualifier les gens, c'est vraiment différent qu'un dossier d'achat en tant que tel. Parce qu'on ne doit pas gérer uniquement une mise de fonds, on doit gérer des liquidités, on doit gérer l'entrepreneur. Donc, c'est un processus qui est beaucoup plus long à place de prendre peut-être au niveau de l'autorisation, 2 semaines, mettons, un 15 jours, ben, l'autorisation peut aller aussi jusqu'à 3 semaines, 1 mois. Puis après ça, on parle avec les clients des fois pendant plus d'1 an parce que le projet, c'est pas instantané. Le projet avance, ça Exactement. Prend pas 1 mois construire une propriété. Là. Exactement. Puis il y a 2 dossiers différents en construction neuve. Soit qu'on a une maison construite par un entrepreneur. Ou une autoconstruction. Ou une autoconstruction, qui est différent. Donc les règles d'autorisation sont différentes également. Quel c'est plus facile à financer, une autoconstruction ou un entrepreneur? Évidemment, avec un entrepreneur, parce que l'entrepreneur, souvent, on a des... il va y avoir la GCR. La GCR que les institutions financières aiment beaucoup. Ça protège le client, mais c'est quand même très intéressant comme produit. Également, c'est que l'entrepreneur, on débourse sur l'avancement des travaux. L'entrepreneur devient un peu le banquier des clients, tandis qu'en autoconstruction, ben, les gens doivent sortir des liquidités et on débourse de la même façon, donc au niveau de l'avancement des travaux. Pour eux, dans ce temps-là, il faut qu'ils soient capables de sortir de la liquidité pour être capables de faire leur projet et d'avancer parce qu'on ne veut pas arriver à la fin et pas être capable de faire la finition. Mais comment ça fonctionne? Vous donnez un premier déboursé au début? Le premier déboursé pourrait avoir lieu lors d'un achat de terrain. Admettons que tu as un terrain en vente, on serait capable de faire le financement pour le terrain. Après ça, le premier déboursé il a lieu quand les fondations, murs, toits sont faites. OK, c'est pas avant de faire ça. Fait que c'est pour ça que tu dis qu'il faut avoir une bonne liquidité, là. Exactement. Puis vu qu'on fait ça avant, on y va... Ben dans le fond, on y va après. C'est un inspecteur. C'est le même évaluateur. C'est l'évaluateur agréé qui va faire une inspection qui nous fournit un rapport en pourcentage. Okay. Donc, on débourse un pourcentage. Prenons qu'on avait une hypothèque qui est autorisée de 100 000 Puis après, quand les fondations, murs, toits, on peut penser qu'on a un 40 % de complété. Okay. Donc, on débourse 40 % de 100 000. C'est vraiment un pourcentage. Penser que le client, il faut qu'il ait 40 % de mise de fonds, pas mal, tu sais? Ça prend quand même des bonnes liquidités quand on veut y aller en autoconstruction parce qu'avant de récupérer des sous de la banque, des fonds de la banque, ça devient assez difficile. Il faut une preuve, il faut dire, bon, ben il y a ça de construit. OK, on vous donne ça. Exactement. Puis après ça, ben là, les déboursés vont à la vitesse des clients. Il y a des clients, des fois, que ça va vraiment, vraiment rapidement. On peut faire une construction sur 2-3 mois, puis il y en a qui peuvent étirer ça sur 1 an. Puis est-ce qu'il y a un délai pour construire? La banque autorise, on va dire, jusqu'à 12 mois. OK. Au niveau de la garantie de taux, je ne peux pas dire que ça dépasse pas à l'occasion, mais comme on y va sur une valeur potentielle, faut un moment donné, il faut que ça ait une limite dans le temps. Oui, c'est ça. Puis que les clients respectent c'est quoi qu'ils ont mentionné comme projet de départ. Ben oui, si finalement il est parti avec une petite maison 24 par 24, puis il te fait un 48 par 50, t'es comme OK. Ça, mais la garantie serait quand même excellente pour l'institution financière. C'est sûr que si on fait l'inverse,
parce que les liquidités sont en manque, là, ça devient un problème. Parce que vu qu'on est allé sur un potentiel puis c'est construit, la valeur marchande à la fin du projet n'est pas nécessairement la même. Puis c'est peu connu quand même, là, des constructions neuves, autoconstruction. Le monde pense que c'est comme, c'est une hypothèque déboursée à la fin, je vais l'avoir, mais c'est vraiment très différent. Là. On fait beaucoup ce produit-là dans le jumelé, hein? Oui. Fait que ça, c'est un peu le même type de financement qu'un achat parce que la journée qu'on va prendre la possession du jumelé, on fait un déboursé unique. Donc, le client amène sa mise de fonds, nous autres, on débourse. Puis, les clients partent souvent avec la GCR. Donc c'est mais encore là, ça dépend des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui veulent vraiment des déboursés progressifs, un petit peu comme que tu viens d'énumérer, ou bien un déboursé unique. C'est juste qu'un déboursé unique, l'entrepreneur va falloir qu'il absorbe tout le frais. Il a mis 300 000 dans la bâtisse. Il va juste avoir le 300 000 à la fin chez le notaire. Exactement. Ça, c'est sûr que ça fait une bonne différence au niveau des dossiers. Ouais. Effectivement, il y a des entrepreneurs qui demandent des déboursés progressifs. C'est possible aussi. Donc, on regarde la qualification des gens. Il faut que le terrain, évidemment, appartienne aux clients pour qu'on soit capable de prendre une hypothèque sur le lot. Super, merci. C'est peu connu quand même, les autoconstructions puis constructions neuves. Puis c'est plus difficile aussi, comme tu viens de dire. Fait que... Les ratios ne sont pas les mêmes aussi en autoconstruction. Donc, ça quels diminue. Sont les ratios? Normalement, on peut aller, on pourrait dire, un ratio d'endettement total ménage avec toutes les obligations. On entend souvent le 44 % du revenu brut. Oui. En autoconstruction, volontairement, on va viser plus le 35 % pour la gestion du projet à long terme. Okay. Donc, si en cours de route, on a des impondérables, des imprévus, on est encore capable de l'absorber. Okay. Donc, on essaie d'autoriser sur le 35 % du revenu brut au départ. Puis après ça, ça nous donne un peu de latitude pour gérer les projets, pour ne pas arriver à la fin puis avoir des histoires d'horreur. C'est vrai que ça fait une bonne différence, pareil. Oui, parce que le taux de qualification, si on prend le taux de qualification aujourd'hui à 7,29, c'est beaucoup de... Faut que tu aies un bon crédit, là. Faut que tu aies un bon crédit puis des beaux revenus. Un beau revenu, exact. Puis en tant que représentant hypothécaire de Banque nationale, peux-tu me dire quelle est la différence entre un représentant hypothécaire et un courtier hypothécaire? On entend souvent, là, je suis courtier hypothécaire, non, je suis représentant. C'est quoi la différence? Il y a une différence majeure. Dans le fond, le courtier hypothécaire, ce n'est pas un prêteur. C'est une personne qui va magasiner sur le marché des taux, des conditions, le terme, les modalités d'un financement. Okay. Ensuite de ça, il récupère les documents des clients, monte un dossier, puis il envoie ça chez les prêteurs. Okay. Donc, ça, c'est la façon de travailler d'un courtier hypothécaire. Au niveau d'un représentant hypothécaire, directeur développement hypothécaire chez Banque nationale, c'est notre titre, on travaille un peu de la même façon. On rencontre le client, on essaie d'établir les stratégies avec lui, on s'occupe de l'autorisation du financement avec des modalités, termes, conditions. Évidemment, vu qu'on est dédié seulement qu'à une institution financière, on connaît par cœur les produits de l'institution. On sait c'est quoi nos forces, nos faiblesses. Donc, on est capable quand même de donner un bon service aux clients. Puis à la fin de la journée, c'est un débat, mais au niveau on va dire ce qu'on entend souvent, le taux, on a quand même un service qui regarde la vigie des taux de toutes les institutions financières. Hein. Les offres vont se ressembler beaucoup d'institution en institution. Donc, à la fin de la journée, c'est vraiment la personne... le service. La personne qui va donner le service, puis il faut avoir confiance en cette personne-là. Donc, évidemment, ça peut faire une différence que ce soit représentant ou courtier. Ça fait une grosse différence aussi, surtout quand on va dans des banques en ligne. Et une banque, justement, Banque nationale, là, c'est pas, la proximité n'est pas la même, le service n'est pas le même non plus, là. Exactement. Puis tantôt, on a parlé de construction, mais aussi, il y a des gens qui veulent acheter avec un projet de rénovation. Oui, des prêts Donc, c'est sûr que si on va dans une institution financière, on va dire virtuelle, on n'a pas de point de contact, c'est pas autorisé nécessairement. Donc, c'est sûr que quand on a un point de contact, on fait des rénovations, c'est encore le déboursé sur l'avancement des travaux. Donc, il faut parler à des gens par la suite. Donc, c'est plus facile quand on a vraiment une personne dédiée. Ensuite de ça aussi, il y a les frais de juristes qui ne sont pas les mêmes. Nous autres, on va dire que les institutions financières avec pignon sur rue, on a quand même des envois de documents qui sont plus, on va dire probablement plus généraux et très, très bien formulés. Là. Donc, c'est un petit peu plus facile, je crois, pour les juristes. Oui, même en tant que courtier immobilier, là, je trouve ça vraiment plus facile. Les délais, c'est beaucoup plus simple. Des banques virtuelles, là, c'est toujours très long. La paperasse, la documentation est vraiment très long. Encore là, le notaire chiale parce que j'ai envoyé un dossier avec une banque en ligne. Fait que tout est plus complexe. Puis tu as parlé des prêts rénaux sur déboursés. Est-ce que c'est la même chose? Il faut que les clients fassent les travaux, vous apportent les factures et après ça, vous faites le déboursé?
évidemment, là, on autorise le dossier lors de la transaction, lorsqu'on reçoit l'offre d'achat. Ouais. Donc, on demande des soumissions ou on fait compléter une feuille de travail. Ça va être quoi les rénovations? Ça consiste en quoi? C'est quoi le coût estimé de tout ça? Une fois que c'est autorisé, on n'a pas d'échange de documents. C'est encore en pourcentage. OK. Donc, on planifie une visite avec un inspecteur évaluateur. Puis, il donne un pourcentage, puis c'est là-dessus qu'on va débourser. Donc, les gens n'ont plus à nous amener Il n'y a pas d'échange de facture. Mais auparavant, oui, fait que ça c'est une grosse amélioration. Allège vraiment le travail là, des prêts rénaux. Là. Exactement. T'sais. Donc, si on prend quelqu'un qui achète une propriété, on va dire soit qu'il y a une rénovation courante, la toiture. Mais j'ai pas besoin d'avoir la facture de l'entrepreneur, j'ai pas besoin d'avoir la facture d'achat de matériel. On constate que la toiture a été refaite, on débourse. OK. Fait que c'est beaucoup plus facile. Puis souvent, c'est des moins gros montants. Donc, au niveau, les clients vont demander à un entrepreneur de faire la toiture. Ça nous prend peut-être 2-3 jours, c'est déboursé. Oui. Ils sont capables de payer ça. C'est beaucoup plus facile que le projet de construction qu'on parlait tantôt. Ben oui, vraiment. Fait que c'est vraiment plaisant, ça, de pas d'avoir de facture. Puis de... Exactement. Dans le fond, moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'une fois qu'on est autorisé, à l'autorisation, on demande beaucoup de documentation, grande rigueur. Puis après ça, ben, on constate. L'évaluateur va passer, effectivement, la toiture est faite, parfait, on débourse. Exact. Ah, super. Et pourquoi Banque Nationale? Quelle est la plus-value que Banque Nationale peut offrir aux clients? Bien, chez Banque Nationale, évidemment, on a une offre aux professionnels. Là, on ne se cachera pas, évidemment. Les gens qui font partie des ordres professionnels, des professions libérales, évidemment, on a des promotions pour eux. Oui, puis vous êtes très agressif. C'est vraiment très bon pour les professionnels, la Banque Nationale, effectivement. Puis, également, c'est que depuis 2023, là, sur quoi qu'on se démarque, c'est qu'on a une offre pour la fonction publique. Donc ça, on peut dire que c'est assez large, la fonction publique. Ben oui. Que ce soit quelqu'un qui travaille pour le municipal, provincial, fédéral, il y a une offre aux professionnels. Okay. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 comptes bancaires gratuits. Ça peut être une Mastercard avec des programmes de remise sans frais, des marges hypothécaires, des marges de crédit personnel à des taux préférentiels. Donc, ça, là, souvent, ce qu'on peut calculer pour un client moyen, c'est une économie de presque 1 300 $ par année. Ah, quand même. Puis, est-ce qu'on peut percevoir une différence aussi par rapport au taux hypothécaire? Admettons qu'un professionnel vient et dit « Bon, mais moi, je veux m'acheter une propriété. » Est-ce qu'il peut avoir une petite différence? On va dire que le taux hypothécaire est un chiffre sensible. Ouais. C'est un cas par cas. C'est évalué. Mais évidemment, il y a au niveau des promotions. Hein, on sait que l'évaluation de valeur marchande est quelque chose de fréquent. Oui. Donc, je pourrais dire qu'on les aide beaucoup dans ce temps-là quand ils ont un offre aux professionnels. OK. Vous donnez plus les évaluations parce qu'il y a comme 80% des cas qu'il y a une évaluation qui sort. Puis pourquoi il y a une évaluation qui sort? Pourquoi les banques demandent une évaluation marchande? Bien, on y va un petit peu sur la législation. On a le droit d'avoir un financement avec un ratio prêt-valeur de 80% maximum au Canada. Okay. Sinon, on doit demander un assureur prêt. OK. Souvent, les gens connaissent ça, soit sous le nom de SCHL, Sagene, Canada Garantie. Ouais. Mais ce qu'on doit faire en tant qu'institution financière, c'est qu'on doit s'assurer qu'on finance le bon montant. Parce qu'on doit toujours financer le moindre des deux, entre le prix payé ou l'évaluation de valeur marchande. Mm-hmm. Donc, évidemment, on peut dire qu'à la seconde que les clients ont 20% de mise de fonds, pile, ben ça va générer souvent des évaluations. Ouais. Le marché des dernières années aussi. Hein? Ben oui, il a tellement augmenté. Fait qu'aussitôt que vous voyez une grosse différence entre l'évaluation municipale et le prix de vente, ce qui est pratiquement 100% des propriétés, on s'entend, là. La moyenne, je vends 150 000 en haut de l'évaluation municipale. Fait qu'aussitôt, une évaluation là, marchande est demandée par la banque parce qu'il y a trop une grosse différence. Vous voulez comme quantifier le risque que vous avez de prêter, là, tu sais. Exactement. Puis pour avoir du data, ça prend des transactions. Mais on ne peut pas se fier sur les transactions de 2023 ou 2022 parce que souvent, le prix augmente tout le temps. Ben oui, c'est ça. Il est tellement en montant. Le marché est tellement... Le data qu'on s'est fait, notre base de données qu'on s'est faite, on va dire au courant de l'année 2023, on ne peut pas la réutiliser à ce moment-ci. Donc, c'est la raison qu'on mandate souvent des évaluations. Puis ça fait partie du délai de financement également. Hein. Ouais. Avec le 15 jours, c'est sûr qu'on aime ça faire toujours rapidement, mais... On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'évaluation est sortie, on n'a pas le choix. Aussitôt qu'elle est sortie... Quand on a cette condition-là, c'est non négociable. On mandate puis on regarde, mais on n'a pas d'histoire d'horreur dans la dernière année même. Non, ben tu sais, parce que le marché est élevé, fait que l'évaluateur agréé, bien évidemment,
il va le voir que le marché est élevé. Fait que souvent, on arrive pas mal au même prix que le même prix de vente. Mais advenant le cas que, justement, j'ai vendu une propriété 300 000, puis l'évaluation marchande sort à 225. Qu'est-ce qui arrive par rapport à la banque? Bien, nous autres, on n'a pas de problème. Hein? On n'a pas d'enjeu vraiment avec ça. C'est le client qui doit être à l'aise avec la situation, qui doit regarder la photo en date du jour. Est-ce que je suis à l'aise à mettre... Nous, on va financer le moindre des deux. 80 du ratio prêt-valeur. Donc, 80 là, dans notre cas qu'on parle, c'est le 225. C'est le 225 000. On va financer 80 de ça. Est-ce que le client est encore à l'aise de mettre la mise de fonds? Il faut savoir, y a-tu 100 000 de mise de fonds aussi? Exactement. Est-ce qu'il est prêt à le mettre? Sinon, ben, il y a toujours la possibilité de le faire avec un assureur prêt. Mm-hmm. Mais là, on sait qu'il y a des coûts reliés à ça, tout ça, puis c'est peut-être pas le plan de match que le client voulait au départ. Donc là, c'est discuté. C'est pas des situations qui arrivent fréquemment, il faut que le regarder. C'est vrai que c'est rare quand même que ça arrive. Là. Exactement. Il y a peut-être un 5-10 000, mais vraiment une grosse différence. Là, exactement. Puis, tu sais, des fois, même, c'est à la hausse, puis ça n'a pas d'impact. Ben oui. Parce qu'on s'entend, comme je dis, le marché est élevé. Fait que bien les évaluateurs vont avoir un marché élevé également. Fait que souvent, on a pratiquement le même prix là, de vente. Là. On est au financement résidentiel, hein, donc il marche avec des comparables. Qu'est-ce qui s'est vendu dans les dernières semaines, dans les derniers jours, combien que ça a pris de temps, puis c'est quoi les propriétés avec une superficie habitable à peu près identique, le nombre de chambres, le quartier et tout. Donc, c'est un peu, ça ressemble. On s'entend. Moi, mon évaluation, quand je mets une propriété en vente, c'est ça aussi. Je prends des comparables vendus dans le secteur. Fait qu'on a pratiquement la même évaluation. C'est la raison pour laquelle on arrive au même prix au bout du compte, tu sais. C'est pour ça qu'on a moins de surprises avec une évaluation là, quand il est demandé dans le dossier. Là. Exactement. Puis même en 2023-2024, on a eu des dossiers avec de la surenchère. Puis l'évaluation de valeur marchande était quand même corroborée avec le prix payé des clients. La raison est que la valeur marchande, c'est quoi que le monde sont prêts à payer en date d'aujourd'hui. Puis ça donne qu'aujourd'hui, il y avait... C'était 50 000 de plus que le prix affiché. Exactement. Puis ça a fini comme ça. Puis on a fait le financement quand même. Là, j'ai pas de... Tu sais, j'ai beau fouiller dans ma mémoire, on n'a pas vraiment... au niveau de l'achat de propriétés qui sont déjà construites, de problématiques, évidemment, là, quand on arrive en construction neuve, ça, c'est un autre domaine. Bien, c'est une autre affaire parce que vous avez l'évaluation aussi, mais c'est beaucoup plus difficile. T'sais, les jumelés, les évaluateurs m'appellent tout le temps, ben je peux-tu voir le jumelé? Mais non, tu peux pas voir le jumelé. C'est à construire, tu sais. Fait que faut que tu regardes sur des plans et tout ça. Puis là, ils sont comme, OK, ben là, comment je fais pour faire l'évaluation? Ben, tu sais, les planchers qui sont en céramique, c'est chauffant. Fait que, tu sais, je leur envoie le devis, les explications. Mais c'est beaucoup plus difficile d'arriver à un même prix quand ils n'ont pas le visuel, là, tu sais, de la propriété. Exactement. On y va sur le potentiel. Dans le fond, c'est une évaluation marchande sur valeur potentielle. Puis, on ne se cachera pas que les dernières années, le coût de construction, les valeurs des propriétés ont augmenté, mais le coût de construction... Il augmente aussi, là. Il n'a pas diminué. Non, c'est ça. Ça a suivi. Hein? C'est le marché actuellement, les salaires, les matériaux, tout ça. Donc, souvent, l'enjeu est peut-être plus au niveau là, de la construction neuve, parce que là, il peut en manquer un petit peu, dépendamment c'est où le terrain. Le prix des terrains aussi a bougé énormément. Donc, ça fait un enjeu, mais on gère au cas par cas, puis... Le but, c'est de trouver une solution. Mais maintenant, avec les jumelés, on a moins de difficultés parce que j'ai beaucoup de comparables vendus. Fait que je suis capable de leur envoyer des comparables vendus. Fait que comme ça, les évaluateurs sont capables de s'y fier également. Mais c'est vrai que sans une construction neuve, autoconstruction, c'est vraiment dur de dire « Ah, ben oui, ça vaut effectivement 550 000 », tu sais. Exactement. Puis là, on parlait de survaleur potentielle, mais en tant qu'institution financière, on veut être à peu près sur le coût de construction. Le fait d'être en bas n'est pas nécessairement mieux. Ça veut dire, si, mettons, le coût de construction est de 300 000, mais l'évaluation de valeur marchande est de 400 000, pour l'institution, c'est pas nécessairement mieux parce que le client doit justifier qu'il y a les liquidités entre les deux, entre ton 300 et ton 400 000. Ah, ouais? Oui, parce qu'une maison, quand on est propriétaire occupant, est libre d'impôt. OK. Donc, on ne voudrait pas qu'il y ait des constructions à toutes les années, tout le temps avec un gain en capital. On est content pour le client du gain en capital. Mais il faut faire attention. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas nécessairement d'avoir... l'évaluation de valeur marchande potentielle doit quand même se rapprocher beaucoup du coût de construction. Du coût de construction. Ah, je ne savais pas. OK. Puis... présentement, on parle vraiment beaucoup des taux. Ils sont en montant, sont en descendant. L'année passée, ils ont été beaucoup en montant. Là, présentement, projection. Actuellement, c'est quoi les taux et les projections à venir? Ça ressemble à quoi? Je pense qu'on est quand même dans une belle position actuellement. Quelqu'un qui venait nous voir en octobre, novembre, décembre l'an passé,
on était plus, mettons, on dit sur du court terme, là, en hypothèque, peut-être un 3 ans. On était en haut du 6 Ouais, donc, c'est unifamilial, là. Tu sais, on n'est pas dans le commercial. Dans le commercial... Exactement. Donc, là, c'est sûr que c'était un taux qui était élevé. Le taux fixe a commencé à descendre là, au mois de décembre. Ouais. Donc là, actuellement, on a un taux là, qui va se situer dans le coin de 5,20, 5,25 pour un dossier conventionnel. Puis si on ajoute un assureur prêt, donc on diminue le risque de l'institution financière. Ouais. On a quand même un bon rabais de taux là, qui peut être dans le coin de 4,89, 4,94. Tu sais, c'est bon. Ça, c'est une moyenne de taux. Tu sais, on n'est pas élevé présentement dans le taux. Là. C'est du court terme. Fait. Donc, si les gens, c'est en octroi qu'on fait un nouveau financement, on est quasiment capable de projeter leur versement. C'est le pire des scénarios. Quand vous allez renouveler dans 30 mois, dans 36 mois, votre paiement va probablement descendre. Donc, parce que les projections sont en descendant. Les projections sont en descendant. Il reste encore 5 annonces au niveau de la Banque du Canada en 2024. La prochaine, c'est le 5 juin. J'écoute beaucoup on regarde beaucoup les formations, les conférences économiques à la Banque nationale. On a quand même, on dirait que les experts sont mitigés pour la prochaine annonce. 2 choses, c'est qu'au mois d'avril 2024, il y a eu une création de 90 000 emplois au Canada, mais le taux de chômage a demeuré à 6,1 %. Ce que ça fait, c'est que c'est la plus grosse création d'emplois de la dernière année. Donc, ça a mis un petit peu d'incertitude. Est-ce que c'est juste ça qui va faire pencher la balance? Est-ce qu'on va avoir une diminution ou une stabilité? Une stabilité, parce que là, ça fait plusieurs mois qu'on a une stabilité de taux. Exactement. Là. On va avoir des baisses, ça c'est certain. Est-ce que c'est le 5 juin ou au mois de juillet? Mais on va en avoir cette année, puis on va suivre ça là, assidûment. Puis il y a 5 prochaines annonces. Oui. OK, c'est bon. Il y en a une en juin, juillet, septembre, octobre et décembre. C'est bon, ça. On aime ça, les baisses, parce que ça fait justement plusieurs mois que ça a été stable, mais au moins, on n'est pas dans un taux comme l'année dernière de 6,5. On a baissé d'1 % sur le fixe. On a baissé d'1 % sur le fixe, c'est déjà très bon. Exact. 5 %, tu sais, on est pas mal dans la moyenne, mais encore en descendant. Tu sais, le marché immobilier va très bien, fait que si on baisse les taux, normalement, ça va en corrélation, puis ça va augmenter encore le marché. Fait que c'est un peu ce qu'on veut aussi, parce qu'on fait toujours la capacité d'emprunt des clients. Oui. Donc, plus le taux est élevé, plus le taux de qualification est élevé, ça diminue la capacité d'emprunt des gens. Puis, depuis quelques minutes qu'on parlait de l'explosion du marché, les valeurs et tout ça, fait que ce qu'on veut, c'est que les clients soient capables d'acheter également. On ne veut pas avoir un refus par manque de capacité d'emprunt. Ouais. Fait que ça va donner une chance avec une baisse de taux. Mais, tu sais, les hausses de taux, c'est fait pour ça. T'sais, le marché était trop en feu. Ah, ils ont monté le taux. Comme ça a stabilisé un petit peu le marché. Fait que là, on s'est comme, OK, là, le marché commence à être correct, pas trop en feu. Fait qu'on va commencer à faire fait qu'on va suivre ça au niveau de l'année 2024. Puis on devrait avoir certaines baisses au niveau du taux directeur, qui n'est pas nécessairement appliqué au taux fixe. Donc, si le 5 juin, on a une baisse du taux directeur de la Banque du Canada, c'est pas nécessairement le taux fixe qui va baisser, parce que le coût des fonds, c'est combien ça coûte à une institution financière pour aller emprunter sur les marchés financiers. Okay. Ça ne baissera pas nécessairement automatiquement. Automatiquement. Donc, il y a une bonne corrélation quand même à y avoir, là, mais ça ne veut pas dire que le 6 juin au matin, on appelle nos institutions financières pour voir le taux à combien. Puis, ça, admettons, je vais te voir Marc-André, puis là, présentement, tu me dis, bon, ben, tu as 5,25, puis le 5 juin, ça descend. Oui. Est-ce que, moi, mon taux était gelé, mais je n'ai pas encore passé chez le notaire, est-ce que tu vas me donner un meilleur taux? Bien, aujourd'hui, on va dire que c'est le pire des scénarios qu'on s'entend toutes les deux. Ouais. OK? Pour ta transaction, on va dire du 1er juillet. Ouais. Si le taux baisse, évidemment, c'est dans le cours du client. Là. Le client, mettons, le 5 juin, ça baisse, puis le 6 au matin, tu prends ton téléphone, tu m'appelles. Oui, effectivement, je vais te donner la baisse de taux. Donc, tu n'es pas impacté si ça monte, si ça descend, tu peux en profiter. Ah, ça, c'est le fun. Fait que, puis, même chose, moi, je vais me faire préautoriser. C'est quoi une préautorisation? Bien, c'est savoir quel est ton montant que tu es capable d'emprunter pour une nouvelle propriété. Moi, en tant que courtier immobilier, tous mes clients, je les fais préautoriser avant de visiter. C'est normal. Tu sais, tu veux acheter une propriété de 300 000, OK, mais est-ce que tu as la capacité financière d'acheter? Fait qu'avec la préautorisation, souvent, vous gelez un taux. C'est combien de temps que vous gelez ce taux-là? On gèle le taux en préautorisation hypothécaire, on va dire un 90 jours d'emblée. Okay. Il y a certains moments dans l'année
que sans frais supplémentaires sur le taux, sans un taux pondéré, on va être capable de le faire jusqu'à 180 jours. Donc, on est capable de geler le comme taux le double. 180 jours. 180 jours, puis c'est encore une fois le pire des scénarios. Si la situation économique s'améliore, quand on va faire le dossier d'achat, on va pouvoir l'utiliser. Puis tu parlais de préautorisation, mais il y a 2 choses là-dedans. Ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la capacité d'emprunt des clients qui sont en avant de nous. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est la capacité à payer des clients. Parce qu'on peut préautoriser des clients pour plusieurs centaines de milliers de dollars, mais ils ne veulent peut-être pas le versement mensuel ils ne veulent pas une cage dorée, ils ne veulent pas être à côté au cou. Là. Exactement. Il y en a qu'on regarde la capacité d'emprunt, puis il y en a qu'on regarde la capacité à payer. Fait que des fois, on prend les revenus, on calcule le ratio, puis on met ça au maximum. Puis dans d'autres situations, c'est combien votre versement idéal? C'est quoi votre maximum que vous, là, votre barre? Vous ne voulez pas dépasser, puis après ça, vous voulez voyager, aller au restaurant, vous ne voulez pas vous priver. Là. Vous avez un montant, on va regarder c'est quoi le versement qui est relié à ça avec un amortissement de 25 ou 30 ans, là, dépendamment. C'est bon, ça. Puis c'est vrai que c'est important vraiment à regarder parce que le maximum, tu sais, on veut pas de cage dorée, on veut vivre. Hein? Fait que c'est vraiment important de faire la nuance entre les deux. Puis c'est bon, toi, en tant que représentant hypothécaire, tu le montres, ça. Bon, mais ça, c'est votre maximum, mais tu sais, c'est votre maximum, là, tu sais, on s'entend. C'est une cage dorée, là. Exactement. C'est sûr qu'on essaie de donner des bons conseils aux clients. Oui. Évidemment, là, quand on parle de premier acheteur, tout ça, il y a une nouvelle règle qui s'en vient à partir du 1er août 2024. Un premier acheteur d'une première maison avec un dossier assuré, avec un assureur prêt, va pouvoir avoir un amortissement jusqu'à 30 ans. Donc, on passe de 25 à 30. Pour donner de la capacité d'emprunt, diminuer le paiement, parce qu'on ne se cachera pas que les premiers acheteurs actuellement, il faut qu'ils épargnent les en mise de maisons augmentées, fonds, les maisons augmentées, les versements. Donc, ça, c'en est un allègement qu'on va pouvoir... Ça, c'est à partir d'août? Oui, à partir de août 2024. On n'a pas toutes les modalités encore, mais on sait que ça s'en vient, donc on va être prêt quand ça va arriver. Bien, justement, tu sais, en 2020, on a eu des taux totalement incroyables dans les alentours de 1, 2, tu sais, c'est des taux exceptionnels. Bien, ces personnes-là qui ont pris un 5 ans, en 2025, est-ce que vous avez prévu comme une remise en marché? Parce qu'on s'entend que quelqu'un qui a pris un taux hypothécaire de 1,25, puis là, il arrive avec un 5, ça va doubler, même tripler ses paiements. Est-ce que vous avez prévu une petite aide à ces clients-là pour pas que, Caroline, il y a plusieurs maisons qui vont se rendre en faillite à cause de ça? Évidemment, le but n'est pas là. Hein, mais non. C'est vraiment d'accompagner les clients. À la Banque nationale, on a une équipe, on dit qu'on a une équipe dédiée qui travaille sur les actifs des clients. Les gens qui ont déjà une propriété, c'est des spécialistes financement résidentiel qui sont là pour accompagner les clients. Donc, on a des stratégies déjà. Depuis le mois de mars, il y a des courriels de sensibilisation qui partent envers nos clients pour dire, vous êtes peut-être à 24, 12, 24 mois. Là. Ça s'en vient, évidemment. Vous aviez un taux qui était concurrentiel quand vous avez fait la signature. On est obligé de vous dire que c'est impossible. C'est plus réaliste, là. C'est plus réaliste. Là, exactement. C'est ça. Donc, on les prépare tranquillement. Mais il y a aussi le fait que la valeur marchande a augmenté. Donc, ça va être quoi rendu là? Est-ce qu'on va avoir on va faire des consolidations? Exemple, quelqu'un qui avait un permis d'auto, on va l'inclure dans la maison. On va jouer sur l'amortissement. On va faire certaines choses comme ça parce que la valeur des propriétés a également augmenté. Donc, on est capable d'augmenter le financement et prolonger l'amortissement. Mais comment tu fais pour rentrer le paiement de véhicule? Bien, si, mettons, on prend une personne, on va dire, qui a une dette de 15 000 sur son automobile, puis il y a une possibilité de refinancement. Je ne serais pas surpris, quelqu'un qui a acheté en 2020 pour avoir une capacité de refinancement peut-être de 50, 60, 70 000 bien, on est capable de dégager la liquidité pour diminuer son versement, dans le fond, éliminer une dette. Puis après ça, même si c'est du non utilisé, on est capable de l'ouvrir en marge hypothécaire pour projet futur ou fonds de prévoyance. Ah, c'est bon ça. Parce qu'il y a plusieurs de mes clients qui sont comme, moi, je vais attendre là, le marché, là, je sais, il y a plein de monde qui vont être en reprise de finances. Mais tu sais, non, c'est pas ça que vous voulez. Vous allez les accompagner, vous allez donner des outils pour faire en sorte que ça n'arrivera pas. T'sais. Honnêtement, j'ai pas la donnée exacte avec moi. Mon gestionnaire pourrait me le dire, mais je suis à peu près certain que depuis le début de l'année, il n'a pas mandaté énormément de dossiers de reprise de finances. Hein. Pas plus que les années antérieures quand le marché n'était pas en fou. Puis même les gens qui ont acheté avec un moins de 20 % de mise de fonds avec un assureur prêt, il y a des stratégies qui sont reliées à ça. Si les clients nous appellent avant que les bobos soient arrivés, mettons, avec les retards de paiement, tout ça, on est capable, moi j'ai vu, là, cette année, on a vu des moratoires, quand l'histoire se tient, une séparation, on n'est pas à l'abri de ça, des fois une perte d'emploi. Fait que s'ils nous appellent d'emblée,
une maladie. Bon. Des fois, les propositions qu'on a faites, pas mal tout été accepté. On veut aider les clients à conserver les maisons. Donc, les clients qui attendent, les gens qui pourraient dire on va attendre d'avoir des reprises de finances pour faire une transaction, peut-être pas la bonne stratégie. Même titre que s'il y a des clients qui t'avaient demandé ça en 2022, 2024, je suis pas certain qu'il y ait encore une maison. Qui, dans le sens qu'il n'y en aurait peut-être pas trouvé parce que je suis à peu près certain que tu n'en as pas beaucoup dans ton booking. Mais non. Pas tout. J'en ai aucune. C'est ça. Aucune. Fait que pour ça, j'explique aux clients, non, ça n'arrivera pas. Attendez pas ça. Attendez pas ça. Puis attendez surtout pas que le marché va cracher. Il ne crachera pas parce qu'il le dit, les taux sont en descendant. Quand on descend les taux, le marché augmente. Fait qu'on n'est pas du tout dans un marché qui va arrêter, là, pas du tout. Là. Puis on va partir à la base aussi que notre core business, c'est d'être un banquier. C'est pas d'avoir un booking de maison pour donner des reprises de finances. Ce qu'on veut faire, c'est trouver des solutions pour que les gens sortent des fois, c'est une période, c'est quelques mois, que les gens soient capables de conserver leur maison, leur logement, parce que l'accès à la propriété, c'est un besoin fondamental, comme se loger, se nourrir, se vêtir. Fait que c'est important pour eux. Fait qu'on essaie de les aider le plus possible là-dedans. Puis tu l'as parlé tantôt, l'accompagnement. Si jamais vous avez une problématique, là, justement une perte d'emploi, bien, appelez. Puis est-ce que c'est toi la personne? Admettons que tu as fait le financement de cette personne-là. Est-ce que c'est toi la personne ressource qui appelle? Évidemment, à Banque nationale, tantôt, je t'ai parlé qu'on avait un processus de bout en bout. Donc, je m'occupe de la première rencontre avec les clients, aller jusqu'à la transaction chez le notaire. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Vraiment, là. Puis même les clients l'apprécient. Puis même nous, parce que c'est facile, on sait que c'est toi directement qui le suis du début jusqu'à la fin. Si jamais il y a une problématique, un ajustement de taux, bien, c'est toi. C'est pas un autre conseiller qui a repris le dossier, tu sais. Du début jusqu'à la fin, tu envoies le dossier. Là, exactement. Puis des fois, on s'entend que les conseillers, c'est des postes tremplins aussi. C'est des gens qui bougent beaucoup. Qui bougent beaucoup, oui. Exactement. Donc, moi, on peut dire que comme représentant hypothécaire, c'est ma petite PME, hein, c'est mon entreprise, c'est le volume hypothécaire que je dois faire. Donc, les gens nous rappellent directement. C'est le fun. C'est pas tout le temps moi qui peux régler la problématique, mais je vais trouver la personne contact. Tu vas être le point d'entrée, exactement. Fait que c'est toujours plus facile d'appeler. Moi, c'est pas une... C'est pas vous appelez à l'accueil puis vous demandez de me parler. Si vous appelez directement sur mon cellulaire, les gens nous envoient un courriel, on répond peut-être pas toujours la réponse qu'ils veulent entendre, mais on va être capable de répondre et de diriger vers les personnes contacts. Non, c'est le fun. Puis présentement, 2023-2024, le service est à prime abord surtout. On parlait tantôt avec les banques en ligne. C'est une problématique, une perte d'emploi, essaie d'appeler ta banque en ligne. Ton service ne sera pas du tout le même. Fait que, le point 5 que tu as sauvé, tu peux y faire sauver bien plus tard. Fait que c'est ça à prendre en compte aussi, de faire les pour et les contre, d'avoir un bon service. On vient de parler des fois des enjeux de perte d'emploi, séparation, ça peut être une maladie. Évidemment, quand on est avec une institution financière comme Banque nationale, on va offrir du refinancement, on va offrir des marges hypothécaires. Il y a beaucoup de prêteurs virtuels qui n'a même pas possibilité de refinancement. J'en ai fait dernièrement. Les gens ne pouvaient pas... Il y avait un projet d'acheter un terrain, tout ça. Il n'y avait pas possibilité de refinancement. J'ai transféré leur maison pour qu'ils achètent le terrain. Fait qu'ils s'étaient dit, on a peut-être sauvé un 0,20 lors de l'octroi, lors de l'achat. Puis ils ont fait l'achat en 2023. Là. Fait que, écoute, ça n'a pas été une transaction très difficile. Il y avait tous les documents, puis le notaire avait toutes les informations. Encore, tu sais. Fait que, oui, effectivement, ça fait partie. Ça fait une grosse différence. Peut-être quand on choisit le taux, t'es comme, le taux est meilleur, mais regardez vraiment globalement le service qui peut vous amener et le jour et la nuit. Là, on essaye beaucoup de se sortir du taux, parce qu'on veut regarder l'offre globale. On n'est pas juste un taux. Exactement. Tu sais, des fois, on s'entend, là, 1% de différence, puis c'est pas ça qu'une institution, qu'un prêteur virtuel a, mais 1% par tranche de 100 000, là, on parle d'à peu près 50$ par mois. Fait que, souvent, le différentiel de taux est de quoi, 0,20? Ben oui, c'est pas un en exactement. Plus. Souvent, on parle de quelques dollars par semaine, mais si vous venez nous rencontrer, je vais vous le faire sauver en n'ayant pas de frais bancaires au niveau de votre compte. Là. Vous n'avez pas de forfait à adhérer, donc vous n'avez pas de 10, 15$ par mois de frais mensuels. Fait que faut vraiment prendre le temps de regarder puis parler avec la personne en place. Puis justement, si quelqu'un là, il est avec CBC, RBC, un autre banque autre que Banque nationale, est-ce qu'il peut quand même t'appeler, vérifier le taux, tu sais? Moi, j'ai aucun problème. Les clients peuvent nous appeler en tout moment. Puis même quand on va... mettons qu'on avait une entente ensemble, on n'a pas nécessairement d'obligation à la Banque nationale au niveau là, d'avoir
un compte bancaire et tous les produits. Okay. Évidemment, c'est plus facile. Parce que tu vois l'historique. Tu vois l'historique. Si des fois, mettons, c'est quoi le paiement qui a passé? C'est une question qui nous arrive souvent à la journée du notaire. C'est quoi le montant qui a passé? C'est la taxe SCHL que je vous ai dit. Donc, ça, c'est non finançable. Mais quand on l'a dans le compte bancaire directement, on est capable de voir c'est quoi. On a une vision. Donc, on va dire que c'est pas une obligation, mais ça facilite beaucoup les dossiers. Puis on répond à tous les clients parce que oui, on fait de l'achat des dossiers de construction, mais on fait du refinancement externe. Je fais beaucoup de refinancement externe. Puis actuellement, en date d'aujourd'hui, de mai 2024, on est capable d'assumer les frais de notaire et d'évaluation pour les transferts hypothécaires. OK. Ça veut dire qu'on prend un dossier d'un client chez une institution financière, on le rapatrie à la Banque nationale, puis on est capable là, de fournir une remise en argent qui est égale à... Qui va couvrir ces frais. Couvrir le frais de notaire et d'évaluation. Puis, parfois, les clients me disent non, mais je ne veux pas aller voir d'autres banques parce que ça va toucher sur ma cote de crédit, ça va avoir un impact. Est-ce que c'est vrai? Bien, c'est sûr que la cote de crédit, on entend beaucoup parler. J'ai eu une conférence avec un assureur prêt dernièrement qui disait maintenant, la cote de crédit, on va dire que c'est un peu 2.0. Les gens qui magasinent, c'est pas vu vraiment comme avant, vraiment uniquement négatif. Okay. Évidemment, si on a 12 demandes au courant de la dernière année et on n'a jamais fait de transaction, on va dire que c'est peut-être une façon de procéder du client. Là. C'est un peu un comportement. Mais on s'entend que généralement, quand même qu'on a une demande de crédit, puis que la personne a un bon comportement, des soldes de carte de crédit quand même inférieurs à 50 %, paye toutes ses obligations en temps. Là. Ça, c'est pas dramatique là, de faire une demande de crédit. Puis c'est pas nécessaire non plus pour l'octroi d'un taux. Là. C'est ça. Admettons là, que c'est juste une préautorisation. Est-ce que tu fais automatiquement cette demande-là ou tu n'es pas obligé de faire ta demande de crédit? Je suis obligé de te dire qu'en préautorisation, si ton équipe me réfère un client, je vais faire une demande de crédit. Pour avoir une belle préautorisation. Avoir leur juste, parce que des fois, les clients, avez-vous, est-ce que vous avez un auto en achat, avez-vous un versement? Ils vont te répondre non, mais si on sort le bureau de crédit, finalement, ils en ont un en location. Fait que, au niveau de mon travail, c'est exactement, moi qui suis en achat en location, je regarde les obligations mensuelles. Il y a des fois, c'est des gens qui ont des enfants qui ont aidé des parents qui ont aidé leur enfant à acheter un automobile. Ça apparaît au bureau de crédit. Ce qu'on veut pas, c'est d'avoir une surprise lors de la transaction d'achat. Quand on te fournit un document de préautorisation, c'est différent de la préqualification. Préqualification, je vais prendre un fichier Excel, je vais prendre les données du client, puis je vais dire, je vais donner un montant de capacité d'emprunt avec ce qu'il me dit aujourd'hui. Quand on fait une préautorisation, on va valider le document. On va valider qu'est-ce que tu me dis si c'était vrai. Si le client revient avec un dossier d'achat, mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter l'adresse de la propriété. Regardez c'est quoi le gage, on n'aura pas besoin de faire ça nécessairement. C'est beaucoup plus facile. Puis justement, au niveau là, de la cote minimum par rapport à la cote de crédit pour acheter, c'est quoi la cote, les exigences? Au niveau de la cote minimum pour faire une transaction d'achat, on va dire que le chiffre magique, là, c'est 680. Il faut avoir en haut de 680. S'il y a plus d'un emprunteur au dossier, donc si c'est un couple qui achète quelque chose comme ça, on demande d'avoir un entrepreneur à 680, un emprunteur à 680, et le deuxième, il ne faut pas qu'il soit en bas de 600. OK. Donc, il y a de l'attitude là-dessus. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas 680 que c'est refusé. Il faut regarder le dossier. Il faut regarder c'est quoi l'histoire en arrière de ça. C'est quoi c'est toujours du cas par cas. Hein? Toi, tu étudies vraiment tout le dossier. Comme par exemple, admettons que justement c'est un couple qui achète, puis il y en a un qui a fait faillite. Est-ce que tu peux le prendre, cette personne-là? J'en ai fait au courant des 2 dernières années. Ça arrive. Si on y va avec un assureur prêt, ils vont demander normalement d'avoir 2 lignes de crédit refaites depuis le temps et 2 lignes de crédit refaites, puis avoir augmenté son score de crédit. Donc, c'est 2 ans après la libération. Fait qu'au moins 2 ans. Avant Exactement. ça risque d'être très difficile. Mais tu sais, j'en ai fait. Là, je me rappelle d'un dossier, ça faisait 20 mois. Le client avait accumulé sa mise de fonds, était seul au dossier. Ça a fonctionné. Il a montré qu'il était bien repris en main. Exactement. C'était un événement de vie qui a fait que ça a mal été pendant quelques mois, mais il s'est repris en main, ça a bien été. Quand on est en conventionnel, bien évidemment, on regarde plus l'ensemble du dossier. C'est quoi le risque au dossier? C'est qui le co-emprunteur, c'est quoi les ratios, c'est quoi la source de mise de fonds. C'est tout ça qu'on regarde. On regarde le risque, mais le but de notre travail aussi, c'est de trouver une solution. Hein. C'est pas de donner un refus.
Puis c'est pas de donner jamais de refus, dans le fond, c'est de donner une solution. Peut-être qu'aujourd'hui, ça fonctionne pas. Ça ne pas, mais dans 3 mois, ça va marcher. Exactement. Ça, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le plan de match. Parce que la personne qui va magasiner une maison aujourd'hui, elle ne tombe pas propriétaire demain matin. Mais non plus. Puis c'est ça, des fois, mais je sais que je peux pas. Mais va voir, va te faire aider. T'sais, il va te mettre un plan, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu ajoutes une carte de crédit, il faut que tu la fasses rouler. Vous donnez des plans de match pour que éventuellement ça fonctionne. Exactement. Puis il y a des gens aussi, des fois, ils disent ça fonctionnera pas, tout ça. Mais ça peut être des gens soit qui ont une mauvaise utilisation du crédit ou des gens qui ont tout simplement pas de crédit. Ouais. C'est pas tellement mieux. Non. Donc, la personne qui a économisé sa mise de fonds, qui paye tout content, c'est un beau modèle d'affaires, mais je suis obligé de dire qu'en 2024, la carte de crédit est peut-être nécessaire et l'utilisation du crédit fait que ça donne un bon comportement parce qu'on ne peut pas statuer que la personne a un bon comportement s'il n'a aucune utilisation. Ta cote de crédit, tu ne sauras pas comment l'évaluer. Tu n'as pas d'historique. C'est ça, exactement. Puis, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que tu fais des gens de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou bien tu es uniquement là, octroyé à cette région-là? On n'a pas de barrière au niveau là, du Canada, on va dire. Fait que je peux en faire dans d'autres provinces. La barrière pourrait plus être au niveau de la langue. Mais il n'y a aucun problème, on peut en faire partout au Canada. Donc, on vient de dire qu'on est au Saguenay, on a beaucoup de militaires. Ben oui. Donc, quand ça fait quelques années que tu fais du financement... Là, tu sais. La personne vient de l'Ontario, mettons, elle est postée à Bagotville, mais après 3 ans, elle retourne en Alberta, je vais faire le dossier en Alberta. Ah, c'est bon, ça. Fait que je suis capable de suivre les clients, peu importe où au Canada. Fait que c'est pas une problématique pour nous. Il n'y a pas aucune barrière au niveau là, des provinces. Puis, si jamais c'est... là, elle déménage, mais aux États-Unis, qu'est-ce qui arrive? La législation est quand même différentes aux États-Unis. Le financement, les gens qui achètent aux États-Unis, des fois, c'est des travailleurs qui déménagent. Ça peut être aussi des gens à la retraite. On entend beaucoup la Floride. Des boomers, ben oui. Exact. Mais on va regarder si des fois, il y a un actif au niveau en terre canadienne, mettons. Si on est capable de prendre du financement sur leur maison pour qu'ils puissent acheter là-bas parce que les règles de financement ne sont pas nécessairement pareilles. Puis on marche beaucoup avec la résidence fiscale. Donc, si on y va à l'inverse, des citoyens canadiens qui demeurent à l'étranger, s'ils reviennent ici, à moins que ce soit pour, mettons, ils étaient partis pour le travail, puis ils reviennent pour le travail, probablement qu'on serait capable de faire quelque chose parce que leur résidence fiscale n'était pas au Canada. Donc, ça, si on prend les gens qui partent aux États-Unis, ils ont des règles à respecter comme ça aussi. Puis si jamais c'est quelqu'un, justement, qui a encore sa citoyenneté canadienne, mais que ça fait comme 5 ans qu'elle est aux États-Unis, que là, elle veut un pied à terre, pas nécessairement sa résidence principale au Saguenay. Est-ce que c'est possible? C'est complexe. Oui, c'est plus complexe. Hein? C'est plus complexe, oui, parce qu'on est obligé d'être résident canadien au même titre que les nouveaux arrivants. C'est ça. C'est une autre question. Les nouveaux arrivants, là, ça a été tellement chamboulé dans la dernière année. Au niveau de la Banque nationale, on a vraiment... on prend beaucoup de temps, puis on veut vraiment que les nouveaux arrivants soient bien servis. On a même été par le sondage de Monesense en 2023, la banque pour les nouveaux arrivants au Canada en 2023. Donc, ils ont les gens qui viennent au Canada pour travailler. On a des règles pour eux, mais on a vraiment des beaux produits. On est capable de leur octroyer une Mastercard sans historique de crédit. Donc, on est capable de monter le crédit avec eux. C'est un projet, évidemment, qu'on va faire sur quelques mois, on va dire. Oui, c'est ça. C'est pas, ils arrivent, ils peuvent acheter. Exactement. Il faut que les gens aient un statut d'emploi. Il faut qu'ils aient leur permis de travail également, plusieurs jours disponibles après leur transaction. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment un accompagnement particulier, mais la Banque nationale met beaucoup d'efforts au niveau des nouveaux arrivants. C'est le fun à savoir, parce que dans la dernière année, il y a eu beaucoup de chamboulements. Ils ne pouvaient plus acheter, finalement. Finalement, ils peuvent. Ça a tout... ça a été un gros débat, je pense que... un gros débat, même nous, on ne savait plus sur quel pied danser. Bien là, on ne peut plus de vendre, on peut acheter. Il y avait une date limite. Et comme, voyons donc, moi, j'en ai eu des gens qui voulaient venir au Saguenay. Puis eux, c'était vraiment le rêve d'avoir une construction. Les gens étaient dans le domaine, à l'extérieur, dans un autre pays. Puis ils achetaient des terrains. Là, j'en ai 3-4 clients qui ont acheté des terrains en décembre 2022 avec la loi passe. Finalement, il y a eu des allègements, tout ça, mais c'est vraiment les juristes, les notaires qui peuvent nous donner plus d'informations là-dessus. Ça a vraiment changé. Et maintenant, là, c'est allégé, puis c'est correct. Là. Justement, tu as parlé les premiers arrivants. On va parler maintenant des mineurs. Est-ce qu'un mineur peut acheter une propriété? C'est un peu complexe, parce qu'au niveau juridique, un mineur ne peut pas signer
de contrat. Ouais. Donc, il y a certaines situations, je peux pas dire que c'est impossible. Il y a certaines situations que c'est permis. Des fois, il y a un tuteur légal, des fois, il y a une autorisation parentale, mais je peux pas dire que c'est la règle. Puis, comme on base le financement au niveau des revenus des clients, un mineur, techniquement, n'est pas supposé avoir des revenus si élevés pour être capable de se qualifier. Donc, pour toutes ces raisons-là, je ne dis pas que c'est impossible, mais au niveau juridique, ça faut vraiment, c'est une question de tuteur légal, autorisation parentale et tout. Donc, puis avec un endosseur, là, avec son évidemment, parent, là... le dossier devient différent. Oui, c'est ça. Là, c'est beaucoup plus facile à faire. Exactement, parce que même, on regarde pour avoir une carte de crédit avant 18 ans, ça prend l'autorisation parentale. Donc, on est loin d'un financement de propriété. Effectivement. Puis justement, des trucs pour avoir un bon crédit pour les jeunes qui peuvent nous écouter, tu sais, comment qu'on fait pour commencer à avoir un bon crédit pour que éventuellement ça soit quand même plus facile? Bien. Donne-moi 3 trucs pour avoir un bon crédit. Bien, premièrement, c'est de se faire un budget. Hein? C'est pas se faire de mensonges à nous-mêmes. C'est quoi notre capacité de... C'est quoi nos revenus, c'est quoi nos dépenses habituelles. Ensuite de ça, c'est de tout payer dans la bonne date, dans la bonne journée. Une journée de retard, c'est la même affaire que 20 jours. Hein, c'est de le faire au bon moment. Puis, c'est pas drôle, mais on va conseiller aux jeunes d'aller chercher une carte de crédit et d'en faire une bonne utilisation. Ouais. Donc, toujours d'être 35%, un maximum de 35% de la limite autorisée. Ça veut dire que s'il y a des fois un jeune, ça fait 1 an qu'il a une carte de crédit, il reçoit une lettre à la maison puis qui dit que félicitations, on aurait une possibilité d'augmentation de votre limite de crédit. Prenez-la. Augmentez-la parce que... Ben oui, c'est un algorithme. Donc, on regarde le crédit rotatif. C'est quoi le pourcentage du crédit rotatif qui est utilisé? Dans ce cas-là, vous êtes mieux de le prendre. Puis après ça, pas fermer non plus là, les comptes inutilisés. Donc, pour pas avoir 20 cartes de crédit, mais quelqu'un qui en a une deuxième, qui l'utilise moins, fermez-la pas, conservez-la. Ça démontre que vous utilisez bien votre crédit. Il y a une bonne gestion du crédit. Même chose pour les marges personnelles. Quand vous l'avez acquis, si vous l'utilisez de façon rigoureuse, il n'y a aucun problème. C'est bon, pour vrai, parce que tout le monde est comme une carte de crédit. On a un peu peur, justement, de passer une journée outre. Là, Mais maintenant, vous avez des programmes que vous payez automatiquement les... On est capable de programmer ça pour avoir le versement minimum, pour ne pas faire de tâches au dossier qui va être longue à ramener ou on va voir ça pendant plusieurs années. C'est vraiment... Souvent, c'est pas qu'on veut pas, c'est que justement, on est une journée trop tard, t'es comme un maudit. C'est ça, exactement. Souvent, c'est du non volontaire. Comment on fait pour... je savais même pas, c'est ça. Comment on fait pour mettre ça automatique? On vous appelle, on appelle la banque, puis... Exactement, on a des conseillers au niveau du transactionnel qui est capable d'aider les clients. C'est pas très complexe. Ça évite bien des problématiques, comme payer son cellulaire, mais ça automatique, tu vas être sûr de pas avoir de problématiques. Parce que le cellulaire, je sais que ça fait mal beaucoup au niveau de la carte de crédit. Le cellulaire, c'est des choses qu'on voit fréquemment. Oui, hein? Mais le pire des cellulaires, c'est pas les gens qui le payent pas en temps, mettons, lors de leur utilisation. C'est la personne qui va partir d'un fournisseur vers un autre, puis que là, il reste un petit solde sur le compte, qu'il ne le voit pas, puis qui traîne un solde de 10$ ou 20$ pendant des années. Là. Ça, on va dire en bon français que ça scrape un bureau de crédit. Là. On peut avoir une diminution du score de crédit assez... Souvent, on ne le sait pas, mais il est comme, voyons donc. C'est moi qui le... Tu sais, souvent, c'est le représentant hypothécaire, on va l'annoncer au client. Je n'étais même pas au courant. Mais il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait voir, justement, à notre crédit. Même moi, je suis là-dedans, puis je suis genre, mais d'un coup, que j'ai un petit sol à quelque part que je ne sais pas. On parlait des avantages de la Banque nationale tantôt. Il y a possibilité d'avoir Sécurizone avec Banque nationale. Donc, Sécurizone, c'est d'aller voir son bureau de crédit chez Equifax de façon gratuite. Donc, si des fois, il y a quelque chose, on va le voir. S'il y a quelque chose qui prend du retard, c'est-tu parce qu'on a programmé la mauvaise journée pour le versement? Est-ce que c'est parce qu'on a un solde quelque part qui est impayé? Ben, on va pouvoir le régler. Puis avec le temps, ça va se réparer. Fait que oui, il y a possibilité d'aller chercher notre bureau de crédit chez Equifax. Pour éviter des mauvaises surprises quand on va acheter une propriété. Avec un compte bancaire chez les banques nationales. Il faut que tu aies un compte bancaire. Si tu n'as pas de compte, on ne peut pas faire la vérification. Il faut commencer par l'ouverture de compte. Ouverture de compte, parfait. En tant que représentant hypothécaire, tu fais combien d'hypothèques par année? Ben moi, je commence ma 5e année. Là, je pourrais dire qu'on va exclure les préautorisations. Parce si on que parle à beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, les gens reportent le projet, tout ça. Mais vraiment, en dossier d'octroi de financement, j'étais à peu près à 700 hypothèques de fait là, après 4 ans. Wow. On a vraiment un beau volume, puis on veut que ça continue, puis on travaille fort aussi là, pour prospérer dans le temps. Merci beaucoup d'avoir participé à mon podcast. Merci de l'avoir écouté. Likez, commentez, partagez. On parle du podcast, on parle du mot avec Hello. Merci!